donc de limiter, de purifier l'air, de limiter un peu donc, la présence de germes, de micro-organismes donc, qui pourraient infecter le patient. Donc, il faut isoler les patients, il faut les isoler, les mettre en salle ou encore en cabine, donc avec un flux laminaire qui, pour lutter contre les infections, j'ai dit tout à l'heure, les pansements doivent être fréquents, donc il ne faut pas rester 2-3 jours sans pansement, parce qu'avec la colonisation bactérienne, donc si on ne fait pas de pansement régulier ou fréquent, il y a un risque d'évolution vers des complications donc, infectieuses. Donc le prélèvement fréquent, le prélèvement donc, au niveau de la peau, encore au niveau du foyer, si on pense qu'il y a une infection, faire des prélèvements, que ce soit des hémocultures, des prélèvements urinaires, tout ça, donc pour guetter une infection. Donc, en cas de brûlure par électrisation, donc qui est un type de brûlure assez particulier, il faudra une surveillance, j'ai dit tout à l'heure, biologique en sus de la surveillance clinique, c'est plutôt la surveillance des CPK, de la troponine, donc surtout parce qu'il y a une rhabdomyolyse donc, qui est là, surtout si la brûlure est étendue. Donc, il faudra, dans la prise en charge chez ces patients, d'assurer une diurèse alcaline donc, et la surveillance surtout de l'électrocardiogramme, parce qu'en fait, la rhabdomyolyse s'accompagne d'une hyperkaliémie et l'hyperkaliémie peut être responsable d'un arrêt cardio-respiratoire. Et donc, cette hyperkaliémie peut être détectée à l'ECG par la présence d'ondes T amples et qui sont diffuses à tous les foyers, à toutes les dérivations de l'électrocardiogramme. La prévention de l'infection fait partie également de la prise en charge de l'enfant brûlé à la phase initiale. Juste, il faut savoir que le diagnostic de l'infection est très difficile du fait de la présence du syndrome inflammatoire. Donc, le syndrome inflammatoire en réponse à l'agression, à la destruction cutanée, qui va se traduire par une augmentation de la CRP, une hyperleucocytose et une hyperthermie. Donc, parallèlement à ce syndrome inflammatoire, si on a une infection, vous voyez un peu, c'est difficile parce que vous avez les mêmes signes dans les deux types de syndromes. Donc, la surveillance, donc en fait, la prévention de l'infection va reposer sur une surveillance étroite, locale d'abord, en regardant l'aspect des pansements, l'odeur des pansements, les points d'entrée donc des potentiels, notamment les points d'entrée du moins potentiels d'une infection, les points sources d'infection, tels que les cathéters, la sonde, le sondage urinaire, l'hypothermie et l'hyperthermie. Donc l'hypothermie a le même sens que l'hypothermie, l'hyperthermie que l'hypothermie. Vous avez à la biologie l'hyperleucocytose qui n'est pas spécifique, mais c'est surtout la procalcitonie qui peut être spécifique d'une infection bactérienne. Donc il faudra faire l'écouvillonnage des lésions, prélever les malades en demandant l'examen cytobactériaux des crachats, si le patient est intubé, s'il y a des crachats, s'il y a des sécrétions pulmonaires, faire un ECPU et des hémocultures, surtout en cas de pic fébrile ou encore d'hypothermie, on peut faire ces hémocultures. Donc, les sites infectés le plus souvent, source d'infection chez le patient brûlé, sont les cathéters, que ce soit un cathéter central ou encore un cathéter périphérique, le poumon et surtout au niveau local, au niveau du siège de la brûlure. Donc, ce sont les sites privilégiés, source d'infection, c'est l'enfant brûlé. Souvent, c'est le staphylocoque qui est incriminé au niveau local. Les bactéries gram-négatives, telles que le pyocyanique, le Escherichia coli au niveau pulmonaire, le Candida albicans, si l'hospitalisation dépasse 1 mois. La prévention de l'infection, elle est locale, par excision précoce des lésions, par l'utilisation des pansements, comme on dit, par la mise par l'utilisation de pommades antibactériennes telles que la flamazine ou la bétadine, l'utilisation, donc le traitement également curatif de l'infection par des antibiotiques tels que la fusidine, la prévention également générale. Générale par les mesures d'hygiène habituellement. Les mesures d'hygiène, c'est le lavage hydroalcoolique des maisons avant
des mains avant de voir le malade, avant de faire n'importe quelle manipulation, avant d'administrer les traitements. Mais surtout, il ne faut pas l'oublier, l'antibiothérapie, l'antibioprophylaxie n'a pas sa place chez le patient brûlé. Il faut attendre une infection pour traiter. Il ne faut pas donner des antibiotiques avant que l'infection ne s'installe. Donc, point sur la prise en charge anesthésique. En général, l'anesthésie, c'est plutôt des agents anesthésiques habituels qu'on utilise, donc de plus en plus, qui peut se faire hein, par le pédiatre. Donc, il n'y a pas besoin d'aller au bloc opératoire. En salle, on peut administrer certains produits vraiment non, qui ne demandent pas l'expertise de l'anesthésiste. C'est le Mayopa. Le Mayopa, c'est quoi? C'est un mélange entre de l'oxygène et du protoxyde d'azote. Donc, c'est 50% d'oxygène et 50% de protoxyde d'azote. Donc, on va faire respirer le patient à l'enfant. Il va respirer le Mayopa. Et donc, ce mélange a l'avantage de procurer une analgésie donc, à l'enfant, mais également d'oxygéner. Donc, on peut faire également une anesthésie au sévorane.